Soyez attentifs, je vais aller vite et je ne me répéterai pas. Donc, le sujet était le langage. Donc Nathan n'est pas content du sujet. Ok. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées? Première remarque de fond, à part quelques élèves, dont justement dans mon souvenir Armel, très peu d'élèves ont réussi à problématiser ce sujet. La plupart des sujets, quand ils ont proposé quelque chose qui peut tenir lieu d'un problème, ont proposé oui, le langage sert à exprimer ses pensées, mais non, le langage sert aussi à faire autre chose. Bah ça, c'est pas un problème. Deuxième écueil de vos copies. Deuxième écueil de vos copies. À partir du moment où il n'y a pas de problème, le plan, ça va pas. À partir du moment où le problème c'est, oui, le langage sert à exprimer ses pensées, mais non, le langage ne sert pas qu'à ça. C'est ce que je vous avais dit, Enzo. Le plan va ressembler à une liste de courses. C'est-à-dire, le langage, ça sert à ça, mais le langage, ça sert aussi à ça, mais le langage, ça sert encore à autre chose. Autrement dit, il ne va pas y avoir de véritable progression logique dans le propos, mais simplement une succession de remarques sur le langage. Et ça, il faut impérativement l'éviter. Le symptôme le plus frappant, c'est qu'il y a beaucoup de copies qui font que deux parties. Donc, un côté oui, un côté non, troisième partie, tu l'oublies. Bah non, en fait, je ne peux pas l'oublier en tant que correcteur. Une dissertation à laquelle il manque une troisième partie, c'est une dissertation qui n'est pas finie. Normalement, vous êtes noté sur les 2 tiers des points. Et ça pose un problème. C'est-à-dire que il faut oublier le plan thématique en philo. Vous ne pouvez pas faire un plan thématique en philo, c'est pas possible. Ça veut dire, on va voir dans un premier temps, je sais pas, l'expression, dans un deuxième temps, la communication, dans un troisième temps, débrouille-toi. D'ailleurs, souvent, il n'y a pas de troisième partie. C'est ça un plan thématique. Non, vous n'avez pas le droit de faire deux parties, il faut faire une troisième partie. Eh ben, c'est nul. Je vous jure, il ne faut pas faire deux parties. Il a dit, ouais, si on fait 3 parties, la troisième, il y aura encore projet. Ah! Mais il l'a dit à qui? À des séries technologiques ou à des... Alors, je ne dirai rien face caméra. Il faudra que je fasse un off pour discuter de la situation. Parce que je veux pas entraîner une guerre de gang entre Thomas et moi. D'autant que je la gagnerai assez facilement cette guerre. Mais bon. Sam, il est comme un gosse. Calmos. Pourquoi vous n'avez pas trouvé de problème et du coup pourquoi vos plans étaient mauvais la plupart du temps? Parce que vous n'avez pas suffisamment analysé le sujet. Il fallait problématiser à partir, et ça fait longtemps que je vous le dis depuis le début, il faut toujours problématiser à partir des notions qui ne sont pas le thème du sujet, mais qui sont à côté du thème du sujet. J'ai toujours dit qu'il fallait que les notions les plus importantes dans un sujet de philo, de dissertation, ce n'étaient pas les notions qui semblaient centrales, mais les notions qui semblaient être autour, périphériques par rapport au sujet. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées?
très clairement, le thème du sujet, c'est le rapport entre le langage et la pensée. Ça, c'est le thème. C'est ce qui est central. Donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir se demander sérieusement ce que c'est que la pensée. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir se demander sérieusement ce que c'est que le langage. Mais ça veut dire que le problème, vous allez le trouver dans l'analyse soit de ce que c'est que servir, qu'est-ce que c'est que servir ici, soit dans ce que c'est que exprimer. Donc vous allez toujours, vous devrez problématiser à partir des notions qui sont extérieures au thème central du sujet. Et là, vous aviez deux possibilités, soit servir, soit exprimer. Je commence par quoi? Servir? À quoi le verbe, concentrez-vous un peu, franchement là ça commence à me gonfler. Enzo, sortez vos affaires, enfin je sais pas, faites quelque chose. Sam? Au taquet? Parfait. Qu'est-ce que c'est que servir? À quoi le verbe servir renvoie-t-il ici? Servir renvoie à la notion d'outil ou d'instrument. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Qu'est-ce que c'est qu'un instrument? Un outil, c'est un artifice. C'est un artefact. Qui sert à produire efficacement un résultat. Donc, ça voudrait dire quoi par rapport au sujet? En fait, le reproche que je vous ferai principalement, c'est que souvent, vous faites des analyses, mais vous ne les reliez pas au sujet. Cela voudrait dire principalement que le langage est artificiel, premier point, que le langage n'est pas naturel, que c'est un artefact, qu'il a été conçu et construit par l'être humain. Deuxièmement, cela voudrait dire qu'il est utile, c'est-à-dire qu'il correspond à un besoin. Et troisièmement, comme tout outil, il vise l'efficacité. Ça veut dire doxographie. Ça veut dire que vous enchaînez des remarques sur des auteurs sans les relier à un raisonnement qui serait personnel. Non, c'est là où je l'ai indiqué, effectivement. Sauf quand je dis ça, par exemple, pour Johan, je dis la copie est trop doxographique, ça veut dire que c'est une remarque générale à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le problème, si on problématise à partir de la notion d'instrument ou d'outil? Cela voudrait dire que le langage se distingue de la pensée, que c'est l'instrument de la pensée, et qu'il précède la pensée. Vous avez des auteurs qui pensent ça dans le corpus que je vous ai donné. Mais justement, il n'est pas certain que le langage puisse précéder la pensée. Et ça, c'était l'autre côté du problème. Pour que le langage puisse exprimer une pensée, il faut bien que la pensée précède le langage.
Il faut bien qu'il y ait une pensée à exprimer pour qu'elle puisse s'exprimer. Et ça voudrait dire que la pensée serait antérieure au langage. Et donc, vous avez un élève, je crois que c'est Lucas Sanchez dans l'autre classe, qui a fait toute sa copie sur la question de la poule ou de l'œuf. Qu'est-ce qui est premier? Et en fait, il a eu une idée dans toute sa copie, mais c'est mieux que trop maltraité. Qu'est-ce qui est premier, le langage ou la pensée? Ça m'allait très bien en fait. Est-ce qu'il faut penser pour parler ou est-ce qu'il faut parler pour penser? En gros. Deuxième notion qu'il fallait analyser, c'est la notion d'expression. Qu'est-ce que c'est qu'exprimer une pensée? Il y a au moins 3 possibilités. Exprimer, ça veut dire extérioriser. Cela veut dire rendre public. Deuxièmement, exprimer, ça veut dire traduire, retranscrire. Il y a l'idée de traduction. Et troisièmement, exprimer, alors il y a quelques élèves qui s'en sont souvenus, exprimer, ça a un sens physique. Exprimer, c'est révéler, dévoiler. On l'avait vu. Et donc là, on se rend compte qu'il y a plusieurs enjeux. Premièrement, l'extériorisation de la pensée par le langage. On pourrait dire que sans cette extériorisation, sans ce que Hegel appelle l'objectivation, on ne peut pas prendre conscience de ses pensées. Le langage permet de prendre conscience de ses pensées. Mais c'est bizarre, c'est-à-dire que ça n'a rien d'évident. C'est en prenant de la distance par rapport à ses pensées, c'est en les mettant à distance qu'on parvient à se les approprier. C'est étrange. Et donc la question qui va se poser, c'est une expression que vous employez souvent. Le langage trahit mes pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous ne comprenez pas bien cette expression. Ça peut vouloir dire deux choses très différentes. Oui. Oui, mais souvent, vous ne voulez pas dire ça. Ouais. Non, ça ne veut pas dire ça. Souvent, vous avez employé l'expression qui est courante, hein. Le langage a trahi mes pensées. Mes paroles ont trahi mes pensées. Mais en fait, trahir, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire déformer, ça veut dire au contraire. Exactement ce qu'on voulait pas vraiment penser. C'est-à-dire que les paroles vont révéler nos pensées. Donc, il y a un proverbe italien qui dit, alors je ne vous fais pas l'accent italien à la perfection, mais en gros, la formule c'est traduttore traditore, ça veut dire traducteur traître, on pourrait traduire ça, celui qui traduit trahit. Celui qui traduit trahit. Qu'est-ce que cela signifie? Ça pourrait signifier que le langage va déformer nos pensées. Okay. C'est une possibilité. Parce qu'il y a un écart entre ce que l'on pense et ce que l'on dit. Le langage trahit nos pensées. Mais cela peut vouloir dire aussi
que le langage va révéler ce que nous pensons vraiment. Et parfois, le langage nous échappe, c'est le lapsus, c'est le mot de Cambronne, et va révéler beaucoup plus que ce que nous croyions penser. Voilà pour le problème. Et en fait, comme souvent, c'était ça le principal défaut de vos copies, l'absence de problématisation. Parce que si vous avez un vrai problème dès l'intro, il y a Jonathan qui a fini par en trouver un, mais à la fin de la première partie. Sa transition entre la première et la deuxième partie, c'est son problème, en fait. Mais si vous aviez trouvé un problème dès le départ, ça aurait permis de structurer un plan qui aurait permis de traiter le problème directement. Et la troisième partie, ça aurait été directement la solution à ce problème. Okay. Je voudrais revenir sur certains points précis du traitement du sujet. Alors, il y a un point qui a été assez mal traité, et je vais commencer par là. C'est la question de la distinction entre l'expression et la communication. Il y a beaucoup d'élèves qui m'ont parlé de Bimbenet. Beaucoup d'élèves qui m'ont parlé de Bimbenet, l'animal que je ne suis plus, la distinction qu'il fait entre l'expression, l'exemple c'est la danse des abeilles, et la communication, le chant des oiseaux. Okay. Quand vous faites une distinction, quand vous opérez une distinction dans une disserte, il faut toujours vous demander quelle est son utilité par rapport au sujet. À quoi ça sert de distinguer la communication de l'expression. En gros, ça sert à Bimbenet, ça lui sert à dire que les animaux n'ont pas vraiment de langage, ou que leur langage est incomplet. D'ailleurs, moi, je récuse le fait que les animaux aient un langage. Mais il y avait mieux à faire. Il y avait plus malin à faire. Et c'est ça qui m'a frappé. Dans toutes vos copies, quasiment, vous êtes très mal à l'aise avec cette distinction. C'est-à-dire que, pour vous, s'exprimer, ça veut dire communiquer. Et communiquer, ça veut dire s'exprimer. J'ai plein d'élèves qui m'ont dit on exprime quelque chose à quelqu'un. Alors qu'en fait, la bonne tournure de phrase, ça serait de dire on communique quelque chose à quelqu'un. On n'exprime pas quelque chose à quelqu'un. Mais il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle vous confondez l'expression et la communication. C'est qu'en fait, on peut rabattre l'expression sur la communication, ou au contraire, on peut rabattre la communication sur l'expression. Je m'explique. Il y a certains élèves qui m'ont cité Platon. Que dit Platon ? Il y a des élèves qui m'ont parlé de Seul au monde aussi, de Robinson Crusoe. Que dit Platon ? Platon dit on conçoit l'expression comme un dialogue que l'âme a avec elle-même. Autrement dit, quand on pense, on se parle à soi-même. Quand on pense, quand on exprime ses pensées, on se parle à soi-même, autrement dit, on se communique à soi-même ses propres pensées. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'expression est déjà un acte social. On va concevoir la pensée, et en particulier la réflexion, la conscience réfléchie, comme un dialogue de soi à soi. Et donc vous pouviez parfaitement critiquer le concept d'expression en disant qu'au fond, l'expression, c'était de la communication de soi à soi, et ensuite de la communication de soi aux autres. C'était une possibilité, ça. Et puis on avait vu, et ça je vous en veux, parce que vous aviez, bah oui carrément, parce que vous aviez souffert sur ce texte, enfin certains plus que d'autres. C'était quoi la dernière explication de texte que je vous ai donnée ? Chut, hey, les oives. C'était quoi la dernière explication de texte que je vous ai donnée ? Bah, c'est ça le problème aussi. Ouais, c'était le truc avec le truc.
Ça, on va en parler d'ailleurs, du truc avec le truc. C'est pas si tous les hommes, moi. Non. C'est la culture, je sais pas quoi. Si tous les hommes partageaient. Ah oui, d'ailleurs, faut que je vous donne un truc. Oh non. Si, si, si. Non. Un nouveau truc encore. Ouais, Alors que vous venez de rendre. ouais. Ah bah, j'arrête pas, hein, si vous voulez. Exactement. Voilà. Voilà. Pour le 24, non? Mais le 24, c'est dans les vacances. Ouais, je sais. Faudra me l'envoyer par mail. Je vais vous donner ça. Vous inquiétez pas. C'était quoi la dernière explication de texte? C'était le premier mercredi des vacances. Faudra me l'envoyer par mail. Chut. C'était un texte de John Stuart Mill, de la liberté, et plus précisément un texte sur la liberté de penser et de... C'est ça qui est marrant. De discussion. Non, c'est de l'humour anglais, donc c'est nul. Mais chut. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi Mill parle de la liberté de discussion alors que nous, on parle de la liberté... C'est ce que j'ai dit. C'était si tous les hommes noirs partageaient la même opinion. Oui, c'est ça, pardon. Pourquoi est-ce que Mill parle de la liberté de discussion alors que nous parlons de la liberté d'expression? Mill, dans son texte sur la liberté d'expression, ne parle pas de la liberté d'expression. Il dit la liberté de communication. Il parle de la liberté de discussion. Il y a une raison à cela. Quelle était la thèse de Mill et quel était l'argument de Mill? Oui. Oui, mais Mill, nous on parle, le point que j'essaye de faire, l'argument que j'essaye d'établir, c'est que nous on parle de liberté d'expression en France. On n'arrête même pas d'en parler de la liberté d'expression en France. Mill, pour défendre ce que nous appelons la liberté d'expression, il appelle ça la liberté de discussion. Bah non, il ne peut pas faire comme tout le monde, et il a raison. Il a raison de faire ça, parce que sa thèse consiste à dire que sans communication, il n'y a pas d'expression possible de la pensée. Autrement dit, si on censure la liberté de discussion, c'était ça l'argument de Mill, alors on n'aura plus aucune pensée à exprimer, parce que pour penser véritablement, il faut pouvoir discuter. On ne sait pas véritablement ce qu'on pense soi-même avant d'avoir discuté avec autrui. Et donc, ce que Mill nous dit, d'une manière différente de celle de Platon, c'est que pour savoir ce qu'on pense soi-même, il faut d'abord savoir ce que pensent les autres, et c'est dans la confrontation des opinions, autrement dit, c'est dans la communication, que les pensées peuvent vraiment s'exprimer, qu'on peut vraiment exprimer une pensée. Et donc, ce que dit Mill, c'est que la communication est cruciale, elle est primitive en fait. Et l'expression est secondaire. Est-ce que vous comprenez? Ibrahim, vous comprenez ou pas? Non, mais vraiment. Ce que dit Mill, c'est qu'on ne peut pas exprimer une pensée individuelle sans qu'il y ait eu d'échange de pensée au préalable avec ses semblables. Donc pour savoir ce qu'on pense vraiment, il faut passer par la communication avec autrui. Okay, bah ça c'est très intéressant parce que ça permet de critiquer le sujet en fait. Ça permet de le problématiser. Est-ce que ce qu'on appelle l'expression, c'est pas d'abord et avant tout de la communication? Alors, je reviens sur un terme qui n'a quasiment pas été interrogé. Qu'est-ce que c'est que penser? Qu'est-ce que c'est que penser? Ouais, mais si vous l'aviez bien dit, à mon avis. Penser, qu'est-ce que c'est? On peut... Oui. Oui, allez-y. Bah alors, c'est une possibilité, mais on se rend compte que c'est pas que ça. Est-ce que c'est un
c'est déjà une conception très exigeante de la pensée que de dire que c'est la pensée réfléchie. Est-ce que c'est un rapport avec cogito ergo sum? Ça peut en avoir un, ouais. On va en parler. C'est je pense donc je suis en Alors, pour, pour savoir ce que penser veut dire, il faut se mettre d'accord sur une définition de base et ensuite la particulariser, la rendre de plus en plus pointue, la rendre de plus en plus exigeante. La pensée recouvre l'ensemble des activités psychiques. Autrement dit, la pensée s'oppose à la matière. La pensée, c'est toutes les opérations de l'esprit. Dans cette définition, est-ce que les êtres humains pensent? Est-ce qu'on a des activités psychiques? Bah oui, c'est-à-dire que notre esprit fait des trucs, si vous voulez. Est-ce que les animaux pensent? Oui, on est d'accord. Oui, mais ils ont une pensée, c'est-à-dire que un animal, c'est pas que de la matière brute, c'est aussi un esprit. Au passage, le mot animal vient du latin anima, qui signifie littéralement l'esprit, la pensée. Donc l'animal pense. Mais l'animal se représente des trucs. L'animal a des désirs, l'animal a une sensibilité, l'animal a une vie psychique. Donc l'animal pense. Dans ce sens-là, comment est-ce que les êtres humains pensent? Comment est-ce que les êtres humains pensent plus particulièrement, spécifiquement par rapport aux animaux? C'est ce que Johan a dit. La pensée, c'est la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? Qu'est-ce qu'on fait que les animaux ne font pas? Oui, non, d'accord, mais quelle est la manière comment les êtres humains pensent par rapport aux animaux? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Tout simplement, c'est quoi la pensée pour un être humain? Ouais, c'est l'analyse, mais de manière plus globale, plus générale, vraiment. Mais non, c'est vraiment très simple. C'est pas ce qu'on voit seulement. C'est pas ce qu'on entend seulement. C'est quoi penser pour un être humain? C'est vraiment pas compliqué, oui. Hein? Oui, c'est la conscience, ok. C'est un discours. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un discours? C'est un discours intérieur. Mais c'est quoi un discours? C'est quoi? C'est là que avoir fait un peu de latin, ça aide quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un cursus? Un discursus. Il faut attendre, vous savez plus? Un discours, je voulais dire ce que j'avais dit. C'est un processus. Bah, il y a de ça, oui. Mais le langage animal, il est restreint. Non, mais alors, on parle même pas du langage animal, on parle de la pensée humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un discours? On a dit la pensée humaine est un discours. Qu'est-ce que c'est qu'un discours? Ouais, enfin, non. Oui, d'accord. Non, c'est pas la parole, justement. Hobbes va parler du discours mental. Bah, c'est justement pas le discours verbal. Autrement dit, c'est pas la parole, c'est pas le langage, le discours verbal. Le discours mental. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ça communique. Ouais, alors ça, dans mon souvenir, Enzo, en plus, vous l'avez dit. La pensée, c'est un enchaînement d'idées. La raison, la pensée réfléchie, c'est ça. La pensée, c'est une suite d'idées ou un enchaînement d'idées. Mince, j'ai pas pris de feutre. J'ai dit mince, j'ai pas pris de feutre. La pensée, c'est une suite. La pensée réfléchie, pour un être humain, c'est une suite d'idées. Les Grecs appellent ça et ça vous notez, j'appelle la dianoia, D-I-A-N-O-I-A. N-O-I-A, la dianoia.
La dianoia, c'est ce qu'on appelle, nous, la pensée discursive. Autrement dit, c'est ce que Descartes va appeler le jugement. C'est le fait de lier une idée à une autre. Enzo, quand on pense, il n'y a pas que des idées. Enfin, il n'y a pas qu'une suite d'idées, il y a quoi? C'est logique. Oui, d'accord. Ça, c'est la suite des idées. Mais pour qu'il y ait suite d'idées, il faut qu'il y ait. C'est de la logique. Hein. Pour que, concentrez-vous, pour que la pensée soit un enchaînement d'idées, qu'est-ce qu'il faut pour enchaîner des idées? Il faut des. Bah oui. Donc, faut pas exagérer non plus. La pensée, c'est un enchaînement d'idées, et au préalable, il faut des idées. Comment est-ce qu'on a des idées? Hmm. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et les idées sont saisies de manière immédiate. Okay. Par exemple, j'aurais énormément de mal à expliquer ce que c'est que l'égalité en maths. Euclide, enfin, en géométrie, en arithmétique, Euclide parle d'axiomes pour parler de ces vérités qui sont tellement évidentes qu'on ne parvient pas à les démontrer. Et les Américains, quand ils vont parler de l'égalité dans la déclaration d'indépendance, ils disent nous tenons ces vérités comme étant self-evident, évidentes par elles-mêmes. Et ça veut dire qu'on ne peut pas définir ce que c'est que l'égalité tellement c'est évident, que les hommes sont égaux. On a énormément de mal à savoir, à définir ce que c'est que l'égalité, mais parce qu'on le sait très bien. C'est intuitif. Et donc les Grecs, cette intuition, cette saisie immédiate du sens de mots et de certaines vérités, ils appellent ça la nous, N-O-U-S. La nous, c'est l'intuition pour les Grecs. Et on peut dire la pensée, c'est à la fois la nous et la dianoia. C'est à la fois l'intuition et le jugement. Donc, la pensée, c'est l'ensemble des activités psychiques, premier étage. Deuxième étage, pour l'être humain, la pensée, c'est nous, c'est dianoia, intuition et conscience réfléchie. Et troisième étage, on va le voir avec Hobbes, la pensée pour un être humain, c'est la pensée de l'universel, c'est la pensée des concepts. Penser vraiment, c'est penser scientifiquement, pour Hobbes. C'est-à-dire accéder au concept, accéder à l'universel, à une connaissance universelle des choses. Autre point qui n'allait pas. Autre point qui n'allait pas. Il y a beaucoup de copies qui ont distingué la langue du langage. Beaucoup de copies ont distingué la langue du langage. Vous avez eu raison de le faire, mais la question est, à quoi sert cette distinction? Si c'est juste pour distinguer, ça ne sert à rien. Il faut que la distinction serve à quelque chose. Il faut que vous reliez cette distinction au problème. C'est quoi la différence entre le langage et la langue? Quelle est la différence entre le langage et la langue? Oui.
Non, mais laissez-le finir une phrase. Non, mais vous énervez pas. Finissez. Non, non, mais ça sert à rien. C'est quoi la différence entre la langue et le langage? C'est vraiment pas compliqué. Oui, d'accord, mais je parle de la langue parlée. Oui, Le langage, c'est universel, tandis que la langue, non. basique, simple, Oh, mais c'est trop incroyable. limpide. En plus, vous avez arrêté les gens. Le langage. Ça y est, c'est toujours le moment de forcer. Le langage, on pourrait dire que c'est une faculté. Le langage, c'est une faculté universelle, propre à l'être humain. Il va falloir se demander pourquoi c'est universel. Le langage, c'est une faculté universelle propre à l'être humain. Et si on doit définir ce que c'est qu'un langage, on dira que c'est un système de signes. Vous pouvez le noter, ça, définition du langage. C'est un système de signes conventionnel, système de signes conventionnel renvoyant de manière arbitraire à une signification. C'est un système de signes arbitraires renvoyant par convention à une signification. Et qu'est-ce que c'est que la langue par rapport au langage? La langue est la particularisation culturelle de cette faculté. On peut dire que le langage est une faculté humaine, culturelle. La particularisation culturelle du langage. C'est-à-dire que chaque culture a sa langue. Et tous les êtres humains ont un langage. Ok, mais so what? Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout si vous ne faites rien de cette distinction? Pourquoi distinguer la langue du langage si c'est pour ne rien dire de cette distinction? Au fond, quel est le problème que pose cette distinction? Il y a quelques élèves qui l'ont vu, mais qui n'ont pas pensé en ces termes. Est-ce que le langage est une faculté qui est véritablement universelle? Ou est-ce qu'on est enfermé, c'est ça la question sérieuse, est-ce qu'on est enfermé dans une langue? Est-ce que pour penser, on n'est pas dépendant d'une langue qui est particulière? Bah, c'est pas évident. C'est pas évident, ça n'a rien d'évident. Et donc c'est la question, quelle heure il est là? Je sens que vous vous agitez. C'est la question qu'il va falloir se poser effectivement la prochaine fois. On dit qu'on a fini, ouais.